salut amis bidouilleurs et bidouilleuses. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo vite fait, pas trop montée ni rien, pour parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur le réseau électrique, la crise énergétique, pourquoi on va avoir des coupures, comment ça se passe, etc. Parce que normalement je devais vous sortir une vidéo sur la géothermie, qui devait être une petite vidéo, et qui s'avère être un peu grosse, et elle sortira début d'année. Et d'ailleurs en début d'année vous allez aussi avoir 3 vidéos sur la gestion de l'eau, sur les réseaux d'eau, qui alimentent plusieurs millions de personnes, et je vais vous montrer tout, comment fonctionne un réseau d'eau de A à Z, donc du début et quasiment jusqu'au robinet. C'est un très gros projet qui sera découpé en 3 épisodes et qui sortira aussi début de l'année 2023. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à quelques questions et expliquer concrètement comment marche le système de coupure et pourquoi il marche comme ça. Allez, c'est parti! Vous le savez, la situation électrique cet hiver est compliqué, c'est le minimum qu'on puisse dire. RTE l'a annoncé, il se peut qu'on n'ait pas assez de puissance disponible pour assurer la production d'électricité. La raison principale est la crise énergétique en Europe et le manque de puissance nucléaire sur le réseau. Pour s'en rendre compte, il suffit d'afficher la courbe sur une année qui représente la puissance nucléaire disponible en temps normal. Entre 2010 et 2020, tous les réacteurs nucléaires étaient dispo quelque part dans ce ruban. En août, par exemple, on a moins de réacteurs en fonctionnement, parce que la consommation est plus faible, alors on en profite pour faire l'entretien, recharger le combustible, etc. En hiver, en revanche, on essaye d'avoir le plus possible de réacteurs nucléaires raccordés au réseau, parce que c'est en hiver qu'on consomme le plus d'énergie. Bon, et ben cette année, en 2022, voici où on en est, depuis avril jusqu'à début décembre. Il manque entre 10 et 20 gigawatts de puissance, ce qui est énorme. On n'a jamais eu aussi peu de centrales nucléaires en fonctionnement depuis qu'on a construit ces centrales nucléaires, en fait. Il y a plusieurs raisons techniques à cette situation. Les 3 principales sont le grand carénage, qui est la modification des centrales nucléaires pour les mettre à jour après Fukushima, notamment. La crise sanitaire, qui a fortement perturbé les visites décennales, qui sont des périodes de vérification et d'entretien tous les 10 ans. Donc déjà, ces visites, qui devaient être des visites décennales, devaient être plus longues à cause du grand carénage, et elles ont été rallongées à cause du Covid. Et bien sûr, le fameux problème de corrosion sous contrainte de certains éléments de la tuyauterie des réacteurs les plus récents. Je vais pas rentrer dans le détail, je dirais juste que ce sont des fissures qui obligent à couper la partie du tube affectée et à la remplacer. Donc il faut arrêter le réacteur, et ensuite il faut faire des soudures, c'est très compliqué. Bref, tout ça fait qu'on se retrouve avec une disponibilité nucléaire extrêmement basse. Forcément, à partir de ça, comment on fait pour garantir la production électrique? Eh ben déjà, on met en route tout ce qu'on peut mettre en route, on met sur le réseau tout ce qu'on peut mettre sur le réseau. Par exemple, EDF vient d'acheter tous les stocks de groupes électrogènes en grande surface pour les brancher sur le réseau électrique et réquisitionne les voitures Tesla pour fabriquer une batterie géante. L'armée s'est mise en partenariat avec le CEA et va vider toutes ces prisons secrètes de tous les inventeurs du mouvement perpétuel pour convertir les grandes roues qui sont à l'extérieur en générateurs d'énergie libre avec des aimants. On va aussi brancher des générateurs électriques sur les balançoires et les tourniquets dans les squares et les écoles. Attention les enfants, pour garder la bonne fréquence, il faut maintenir le tourniquet à 1500 tours par minute, ça c'est important, retenez bien. Et enfin, les lycéens vont devoir faire cours dans le noir à la lumière de leur téléphone portable sans chauffage. Ah mince, ça c'est vraiment arrivé par contre. On continue? Donc je disais avant de raconter des conneries, par exemple la centrale au charbon de Saint-Avold, qui devait être définitivement arrêtée, a repris du service pour l'hiver. C'est pas une super nouvelle pour le climat, le charbon étant le pire qu'on puisse faire. Mais bon, on en a besoin, donc on va pas pinailler. Ensuite, on importe comme jamais. La France est habituellement exportatrice nette d'électricité. Cette année, ça sera pas le cas. Et pour terminer, on efface de la consommation. On incite financièrement les clients à réduire leur consommation à certains moments. Les particuliers, par exemple, c'est l'ancienne offre EJP ou Tempo. On paye moins cher l'électricité toute l'année, sauf certains jours où là, c'est pas le moment de se faire une raclette party. Alors le problème de ces systèmes, pour les particuliers en tout cas, c'est que actuellement, financièrement, ça a beaucoup perdu de son intérêt. Par exemple, le système heure creuse, heure pleine vaut très peu le coup. Bon, en ce moment, ça vaut un petit peu plus le coup parce que le prix de l'électricité a augmenté. Mais je trouve ça vraiment dommage que ces incitations financières ont perdu totalement de leur intérêt. Si on avait des vrais tarifs heure creuse, heure pleine, ça incite quand même beaucoup les gens à, je sais pas moi, mettre en route le lave-linge pendant les heures creuses, mettre en route le lave-vaisselle en plein milieu de l'après-midi, là où la consommation est plus basse. Bref, grâce à ça et à notre portefeuille, parce que ça va coûter très cher cette histoire, on devrait passer l'hiver sans trop de soucis. Sauf quelques jours par-ci par-là. Les simulations de production et de consommation montrent qu'il peut y avoir des trous. Des moments où il n'y a pas assez de puissance disponible pour assurer la consommation. Et ce sont des probabilités basées sur plusieurs scénarios. À gauche, on a la météo divisée en 4 cas. Ça va de hiver chaud à putain on se les gèle, le réchauffement climatique n'existe pas alors que je disais le contraire cet été. Et en haut, on a 3 scénarios d'approvisionnement énergétique possibles. Le premier, c'est qu'on a réussi à remettre beaucoup de centrales nucléaires en route, donc on n'a pas besoin d'importer beaucoup. Le second, c'est ok, on a du nucléaire, mais pas assez, et on peut importer, mais pas trop. Et enfin, le dernier, c'est on n'a pas beaucoup de nucléaire et les
voisins veulent alimenter en priorité leur pays, donc on n'aura que dalle ou presque. Ok, j'interprète un petit peu. Ça nous donne 12 scénarios possibles et parmi eux seulement 3 verts, c'est-à-dire qu'on arrive à alimenter le pays comme d'habitude, ça coûte plus cher, mais bon, pas de souci d'approvisionnement, donc pas de coupure. 4 cas où c'est tendu, où on va activer les moyens de sauvegarde du réseau. Alors, il y a plusieurs moyens de sauvegarde, j'en parle dans une vidéo, mais en gros, avant de couper le courant, on a d'autres systèmes, comme couper des grosses usines qui consomment beaucoup. Alors, les usines qui consomment beaucoup, elles sont payées pour ça. Dans ces 4 scénarios orange, on pourrait avoir entre 0 et 4 jours rouges, c'est-à-dire des moments où on peut faire des coupures d'électricité. Et enfin, 5 scénarios très tendus, entre 4 et 28 jours rouges. Là, les vendeurs de bougies et de batteries USB deviennent riches, je pourrais pas me faire ma partie habituelle de V-Rising le soir. Bref, c'est la merde. Bien sûr, ces fameux jours EcoWatt rouges ont défrayé la chronique, en particulier les coupures. Voilà, les coupures, on va couper le courant. Ce qui nous fait poser une question. Comment prévoit-on les coupures ? RTE, donc qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, fait des prédictions de consommation. Et c'est comme la météo, plus on essaye de prévoir en avance, moins c'est précis. Il suffit d'aller sur Ecodomix, qui affiche la consommation électrique et la production en temps réel, pour voir les courbes à J-1, donc jour-1, le jour d'avant, à 24 heures avant. Cette courbe est en blanc, et elle est plutôt précise par rapport à la consommation réelle. Et la courbe faite le jour même, en rouge, l'est encore plus. À partir de là, RTE regarde les disponibilités heure par heure des producteurs d'énergie et compare avec sa prévision de la consommation. En temps normal, on a la production qui suit la consommation prévue, plus des marges de sécurité, donc des centrales qui sont prêtes à partir au cas où, quoi. J'ai expliqué le principe de la réserve primaire et secondaire dans une vidéo si ça vous intéresse. Et ça, c'est ce qui se passe depuis des décennies sans problème, vu qu'on a eu de l'électricité tous les jours, 24 heures sur 24. Sauf que cette année, on se retrouve avec un prix du gaz qui atteint la stratosphère, et en plus de ça, on a 10 gigawatts de réacteurs nucléaires en moins. On a donc mis au point le fameux signal EcoWatt, qui fonctionne au pas horaire, décliné en 3 couleurs. Vert, c'est l'activité normale, on a assez de puissance disponible pour couvrir la consommation avec une marge de sécurité. Orange, c'est qu'on a assez pour couvrir la consommation, mais on n'a pas de marge de sécurité. Ça veut dire que si une centrale tombe en panne pendant les heures orange, on pourra pas la compenser avec une autre centrale prévue en backup. Donc, on fera des coupures. Et enfin, EcoWatt rouge, là, on n'a pas de quoi produire assez pour couvrir la consommation. Dans ce cas, on sait qu'on n'arrivera pas à produire assez pour couvrir la prévision de consommation. Donc, il n'y a pas le choix, en fait. Si on ne peut pas augmenter la production, alors on prévoit de baisser la consommation avec des coupures. Avec une coupure, on prévoit, de manière un peu bourrine, c'est vrai, de garder l'équilibre entre consommation et production. On peut décider en avance où on va les faire, combien on va en faire, et si ça dure plus de 2 heures, on peut prévoir de faire tourner les coupures pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui trinquent. Ce système de gestion du réseau est inédit pour nous, mais dans certains pays, ça fait partie des moyens d'action habituels, et les coupures ne sont pas rares. En pratique, les coupures ressemblent énormément au délestage. Le principe d'un délestage, c'est qu'il peut arriver à n'importe quel moment, puisque c'est un système automatique pour pouvoir sauver le réseau d'un effondrement. J'en parle dans ma vidéo, par exemple, sur le blackout de l'Italie. La différence que je vais faire dans cette vidéo entre la coupure et le délestage, c'est que le délestage peut arriver à n'importe quel moment sur le réseau, alors que la coupure, on l'a prévue en avance, dans le sens où on a fait des prévisions de consommation et de production, et on sait qu'il y a certaines heures où ça risque de ne pas passer. Toutefois, la coupure peut être évitée jusqu'au dernier moment. C'est vraiment dans les dernières minutes qu'on décide si on va faire une coupure et à quel endroit. Donc il est tout à fait possible de recevoir un avertissement comme quoi on pourra peut-être avoir des coupures dans notre zone, et au final il n'y en aura pas parce que par exemple tout le monde aura baissé sa consommation et ça passe. Ce qui nous mène à plusieurs questions. Pourquoi vouloir sauver le réseau électrique à tout prix ? Après tout, on pourrait se dire qu'on est tous solidaires. Personne ne tombe ou tout le monde tombe en même temps. Bon ça, appliqué au réseau, c'est une bonne grosse idée de merde, je suis désolé de le dire. Relancer un réseau, ça ne se fait pas comme ça. J'explique ce qui est prévu en France dans ma vidéo sur le blackout en Italie. Et en parlant de temps, relancer un réseau électrique, ça peut prendre entre 8 et 48 heures en fonction des cas. Et ça, c'est sans compter que la France métropolitaine est un énorme hub électrique en Europe. Oui, les îles, vous vous en foutez, vous avez votre propre système électrique. Sauf les Corses, vous dépendez en partie de l'Italie, je vous le rappelle. Donc si nous on tombe, l'Italie peut tomber et vous avec. Donc ricanez pas trop. Autrement dit, si la France tombe, les chances pour qu'elle entraîne des voisins avec elle sont, on va dire, non nulles. Alors là-dessus, il faut comprendre un poil la topographie du réseau. Les grosses centrales sont branchées sur le réseau de transport géré par RTE, donc ça on l'a déjà dit. Ce sont des lignes à haute tension. Ces dernières sont raccordées à des postes sources qui convertissent la haute tension en moyenne tension. Par exemple de 225 000 volts à 20 000 volts. Oui, je sais que moyenne tension ça se dit plus, mais bon, on va éviter le jargon technique. À partir du poste source inclus, c'est principalement Enedis qui prend le relais et qui distribue l'électricité aux clients. Je dis principalement car ça peut être aussi géré par d'autres entreprises, ça dépend des collectivités locales. Si vous regardez cette carte de France, par exemple, toutes les zones en gris sont les zones gérées par Enedis.
À partir du poste source, l'énergie est distribuée en 20 000 volts en général. C'est ce genre de poteau qu'on voit en campagne par exemple. En ville, c'est souvent en souterrain. Sur ces lignes sont branchés des transformateurs de quartier de 20 000 volts vers 400 volts triphasés et 230 volts monophasés. Les câbles partent ensuite jusqu'aux maisons, petits immeubles, commerces, etc. À noter que beaucoup d'entreprises sont alimentées directement en 20 000 volts. Elles ont leur propre transformateur de quartier, entre guillemets. C'est aussi le cas des hôpitaux, gros immeubles, grandes surfaces, etc. Dès que vous avez, on va dire, des gros consommateurs, on les alimente directement en 20 000 volts plutôt qu'en 400 volts. Et pour les très gros consommateurs, donc les grosses usines par exemple, ils sont alimentés en haute tension directement. Donc c'est plus Enedis, c'est RTE qui les raccorde. Ici par exemple, on a un pylône qui fait venir du 63 000 volts et on a le transformateur d'alimentation de l'usine. Donc c'est une usine Michelin par exemple. Voilà. Vous voyez le transfo de l'usine qui est là et l'usine qui est à côté. Ok, donc je me suis rendu compte au moment du montage que mon explication n'était pas très claire, donc on va faire une explication, on va dire, entre guillemets, en live. Je suis sur la carte du réseau d'Enedis, donc je mettrai le lien dans la description, et les points rouges qu'on voit ici sont des postes sources. On va zoomer sur l'un d'entre eux. Donc là, je suis à Valence. Et là, ce qu'on voit en violet, ce sont les lignes 20 000 volts qui partent du poste source. Donc on voit qu'il y en a un petit paquet là qui partent. Et encore là, c'est un petit poste source. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui partent. Et ça suit comme ça la rue. Voilà. Et je peux afficher les transformateurs de quartier. Donc c'est les points bleus. Et donc on voit par exemple, là, on a une ligne 20 000 volts. Elle va alimenter un premier transformateur. C'est un centre de tri. Donc le centre de tri, il a son propre transfo parce qu'il consomme beaucoup. Là, on a un autre transformateur qui doit alimenter le quartier. Je peux afficher les câbles souterrains en basse tension, c'est-à-dire les câbles qui arrivent directement jusqu'aux maisons, quoi. Là, on est dans un coin en ville, mais on va dire moyennement dense, et on voit déjà que la densité de transfo est quand même assez élevée. Si je pars dans un coin paumé, je vais y aller totalement au pif, je suis totalement désolé pour ceux sur qui ça va tomber, hein, je n'ai absolument aucun a priori sur cette zone. Colombèche. Si j'affiche le réseau HTA, c'est-à-dire 20 000 volts, grosso modo, bon ça peut varier, mais on va dire 20 000 volts, et ensuite si je zoome sur un transformateur de quartier, là on a une ligne aérienne qui part en basse tension, et on a une ligne aussi là qui part en souterrain qui doit alimenter un autre truc. Là par exemple on a un petit hameau, on a le transformateur qui alimente les maisons autour. Donc là forcément cette ligne 20 000 volts ici, elle est forcément beaucoup plus grande que en plein Paris, où là vous faites 2 km et vous alimentez je sais pas combien de centaines de milliers d'habitants, quoi. Comment s'organisent les coupures ? S'il y a une coupure, elle se fait au niveau du poste source. Et d'ailleurs, si c'est un délestage aussi, ça se fait au niveau du poste source. On ne coupe pas forcément tout le poste, mais certains départs de 20 000 volts. Voilà à quoi peut ressembler le schéma simplifié d'un poste source. Sur celui-ci, il y a 3 transformateurs qui fournissent du 20 000 volts et qui est distribué sur un gros jeu de barres qui est une sorte de grosse multiprise. Chaque flèche représente un départ d'une ligne qui va alimenter plusieurs transformateurs de quartier. Parfois, c'est quelques transformateurs de quartier, car la zone est dense. Parfois, ça s'étend sur des kilomètres, parce qu'on est à la campagne. Vous avez déjà vu ces engins raccrochés au poteau, c'est un transformateur de quartier de faible puissance. Alors qu'en zone dense, c'est plus ce genre d'engin, plus gros car il y a plus de clients derrière. À chaque fois que vous voyez ce genre de petite cabane en béton, c'est un transformateur de quartier. Il y a une ligne 20 000 volts qui arrive d'un côté, puis du 400 volts qui arrive de l'autre côté, qui va alimenter toutes les maisons, les immeubles aux alentours. Et c'est aussi là où les gens se plaignent, parce qu'on entend le fameux mu, le bruit du 50 Hz. En général, c'est à cet endroit-là qu'on l'entend, et ça peut être une nuisance sonore, donc il y a tout un tas de dispositifs pour isoler phoniquement le truc et empêcher que le bruit se répande. Dans le poste source, chaque départ en 20 000 volts a son propre disjoncteur automatique. C'est lui qui fait la coupure. Donc ces disjoncteurs sont reliés sur un réseau qui appartient à RTE, c'est un réseau de fibre optique. Ça a été modernisé, je ne sais pas si tous les postes sources sont tous modernisés avec la fibre optique, mais en tout cas, on va dire la plupart fonctionnent comme ça. Et c'est de la fibre optique qui appartient à RTE, et c'est un réseau qui est, on va dire, entre guillemets, à part d'Internet. C'est vraiment leur réseau à eux qui est sécurisé et tout, enfin voilà, le truc un peu blindé, quoi. S'il y a des pannes d'électricité, le réseau continue à fonctionner pour pouvoir actionner les lignes. Comment choisit-on quel départ couper ? Alors déjà, on choisit la zone où on va faire les coupures. Ça, c'est RTE qui s'en occupe. Et c'est le distributeur, donc Enedis par exemple, qui va sélectionner les départs à couper et qui va faire les coupures, puisque ce sont les distributeurs qui gèrent les postes sources, et pas RTE. Quand on sait combien de puissance il faut et où, on va ouvrir le nombre de départs nécessaires dans le poste source concerné. Et c'est là qu'on a un petit détail intéressant. Si un bâtiment important est branché, alors la ligne en 20 000 volts ne sera pas coupée. Globalement, c'est le préfet qui décide quel bâtiment est prioritaire, sachant qu'il a une limite maximale de 38% de la capacité par département. Voilà, c'est pour éviter qu'ils mettent tout le monde prioritaire, après on peut plus rien couper, donc ça sert à rien. Ce qui veut dire que vous êtes peut-être branché sur une ligne prioritaire sans le savoir. Et on peut assister à des scènes bizarres, où tout
toute une ville est dans le noir, à l'exception de quelques quartiers isolés. Ce ne sont pas des privilégiés qui ont soudoyé les techniciens pour ne pas avoir de coupure, c'est des gens qui sont sur une ligne 20 kV prioritaire. Donc là, je suis quelque part en Ardèche, je suis revenu au pays natal, et ce qu'on peut voir ici, c'est donc en bleu les lignes basse tension, et ici, donc on a une maison qui est reliée en basse tension, un transformateur de quartier ici, et on voit que ce transformateur de quartier, il est branché sur une ligne 20 000 volts, et si on suit cette ligne 20 000 volts, on s'aperçoit qu'elle alimente aussi l'hôpital d'Aubenas. Donc, vous pouvez aller voir proche de chez vous, vous allez sur la carte d'Enedis et vous repérez où vous habitez, vous suivez votre ligne basse tension jusqu'au transformateur et ensuite vous regardez la ligne 20 000 volts, qu'est-ce qu'elle alimente. Et en fonction de ce qu'elle alimente, peut-être que vous êtes sur une ligne prioritaire. Je précise quand même que cet exercice est purement pédagogique et je ne vous garantis rien. Et d'ailleurs, c'est aussi pareil sur les délestages. Ça fonctionne de la même manière. Reste que certains problèmes se posent. Par exemple, si les hôpitaux ou les militaires sont prioritaires, ce n'est pas le cas des systèmes de communication, comme les relais téléphoniques. Le souci, c'est que les antennes, il y en a de partout. Donc, si on commence à dire qu'il faut les couper, vu que c'est à chaque fois une zone entière qui devient prioritaire, au final, on peut plus couper grand-chose, quoi. C'est aussi le cas des ascenseurs, qui seront coupés, puisque il y aura plus de jus, ou aussi les feux de signalisation. Voilà, ce genre de choses, ils sont pas prioritaires, donc ils seront coupés. En fait, c'est parce que le système est vachement bourrin. On coupe une ligne 20 kV en entier. C'est vachement grossier, en fait. Ça serait plus intelligent si on pouvait couper au niveau du transformateur de quartier, ou mieux, au niveau du compteur. Pourquoi ne pas utiliser le Linky pour faire les coupures? C'est une question que j'ai vu passer plusieurs fois sur Twitter. Pourquoi ne pas utiliser le compteur Linky pour couper directement au niveau du compteur, et donc pouvoir épargner les personnes sensibles, les relais téléphoniques, voire les ascenseurs, en ne coupant pas le compteur des parties communes d'un immeuble, par exemple. Donc ça voudrait dire que tout le monde est dans le noir, tous les apparts sont dans le noir, sauf l'ascenseur qui continue à fonctionner. On pourrait faire des meetings dans les couloirs et on aurait quand même de la lumière. Alors techniquement, couper le compteur est a priori possible. J'ai regardé dans la doc technique du Linky. On peut couper et réactiver le compteur à distance. Par contre, je ne sais pas s'il y a l'infrastructure réseau prévue pour pouvoir le faire sur des milliers de personnes en même temps. Bon, avant de se poser la question pour savoir si l'infrastructure du Linky pourrait être suffisamment réactive pour pouvoir faire des coupures, même si, par exemple, on programme légèrement en avance les coupures pour que ça puisse se propager à tous les compteurs dans un temps suffisant, il y a quand même deux gros obstacles au fait d'utiliser les Linky pour faire des coupures. Le premier, c'est le cadre légal. Enedis n'a pas le droit de couper comme ça des clients au pif. Je sais que le compteur Linky fait peur à beaucoup de gens, mais Enedis n'a pas le droit de couper des gens comme ça, c'est interdit. La deuxième chose, c'est que si on veut prioriser les ascenseurs, les feux rouges ou les personnes âgées, par exemple, qui ont besoin, je sais pas, qui ont un monte-escalier électrique, par exemple, il faut savoir à quels compteurs sont connectés les personnes âgées avec un monte-escalier électrique, les ascenseurs, les feux rouges, etc. Et ça, ça demande énormément de temps. Par exemple, pour les ascenseurs, ça voudrait dire que tous les syndics de copropriété dans lesquels il y a des ascenseurs devraient faire remonter l'information à Enedis. Enedis ne sait pas ce qui est branché derrière les compteurs, en fait. Au passage, si ça vous intéresse, j'explique comment fonctionne le Linky et je visite un laboratoire où on teste les Linky dans une vidéo dédiée. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. J'ai eu une coupure alors qu'on est en jour vert, c'est bien pourri leur truc. Il y a eu une grosse coupure à Paris début décembre, et forcément certains se sont posé la question, parce qu'on était en jour vert, donc pourquoi il y a une coupure? Écowatt vert, ça veut dire qu'on a de quoi produire avec des marges de sécurité. En fait, on a vécu des décennies en écowatt vert. Chaque jour normal est un jour vert. Ça me fait penser à une sorte de slogan. Chaque jour normal est un jour vert. Si vous avez une coupure alors que c'est un jour vert, il y a beaucoup plus de chances pour que ça soit une panne qu'un souci d'approvisionnement énergétique. La coupure sur Paris était un problème technique, et ce problème technique aurait pu avoir lieu l'année dernière, il y a 10 ans ou l'année prochaine. Malheureusement, les pannes, ça arrive, quoi, voilà, et surtout l'hiver, le réseau est plus sollicité, donc il y a plus de probabilité de panne. Pourquoi en est-on arrivé là ? Forcément, depuis que RTE a annoncé qu'on allait peut-être devoir faire des coupures pour passer l'hiver et que les prix du marché se sont envolés vers des sommets, c'est le festival du « À qui la faute ?» Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est une question sociale et politique complexe. Juste, ça se résume pas à la fermeture de Fessenheim ni au nombre d'éoliennes. C'est beaucoup plus large que ça. Par exemple, il y a des problèmes de design du marché de l'électricité qui fait qu'on n'investit pas dans des moyens de ce qu'on appelle de surcapacité, c'est-à-dire des usines qui tournent pas beaucoup, mais dont on a besoin quelques heures par an en France pour assurer l'équilibre consommation-production. Voyez ça comme des groupes électrogènes, si vous voulez. Groupe électrogène, dans un hôpital, il y en a besoin. Parce qu'au cas où il y a une panne d'électricité, il faut un groupe électrogène.
Ben en France, c'est pareil. Vous êtes obligé d'avoir un peu de surcapacité parce que vous devez prévoir des coups durs comme un manque de nucléaire, ou alors il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien, et on a des pannes, et ben du coup, il faut pouvoir démarrer au cas où. Et le souci, c'est qu'on a perdu beaucoup de ces surcapacités en pensant qu'on allait pouvoir assurer autrement. Et on arrive actuellement à assurer autrement, mais le problème, c'est que ça coûte très cher, et donc il y a plein de gens qui sont en train de réfléchir à modifier le marché de l'électricité pour que on ait des investissements à plus long terme. Est-ce que ça va marcher? On va voir. C'est aussi un problème politique, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, hein. Voilà, électoralisme, opportunisme, etc., ce genre de choses. C'est notamment de ça qu'a été victime la centrale de Fessenheim. Aussi, un truc que je tenais à dire, c'est qu'il faut pas oublier que la situation actuelle, c'est quand même un enchaînement de couilles. On s'est quand même mangé le Covid, Poutine et la corrosion sous contrainte, plus le manque d'eau dans les barrages à cause de la sécheresse cet été. Je veux dire, ça fait quand même beaucoup, hein. Et des fois, il faut aussi admettre que il peut y avoir une part d'aléatoire dans les événements. Voilà, si vous voulez, le problème, il est complexe, il est multifactoriel, tout simplement parce que le réseau électrique, c'est quelque chose qui est complexe. Et donc les gens qui débarquent avec une explication toute faite sur Twitter en disant « Ouais, machin, un truc... » Enfin, au bout d'un moment, c'est pas comme ça qu'on va avancer, quoi. Après, on peut se rassurer, tous les experts énergétiques improvisés et les polémistes passeront à autre chose une fois l'hiver passé, et donc au moins, ceux-là, on en sera débarrassé, mais par contre, moi, ce que j'ai peur aussi, c'est que les priorités du moment ne soient plus du tout les priorités demain, et qu'on oublie totalement cet épisode, et qu'on se retape un hiver de merde dans 5 ans en disant « Oh là là, mon Dieu, on n'a rien fait !» Où en est la situation actuellement ? Actuellement, au moment où je tourne, on est le 16 décembre 2022, le rapport de RTE, le premier rapport qui est sorti, date de septembre, mais ils ajustent leurs prévisions au fur et à mesure. La situation mi-décembre est bien meilleure que prévu, le nucléaire est en train de remonter, même si c'est encore compliqué, et l'hiver n'est pas trop froid, donc on a de la chance. La consommation est aussi plus basse que prévu, à voir dans les futures analyses si c'est l'effort collectif de sobriété qui a créé cette baisse. Mais bon, ça peut aussi être simplement des gens qui sont dans la mouise pour payer leurs factures. Je pense qu'il vaut mieux quand même attendre que l'hiver passe et avoir un petit peu de recul sur cette situation, pour voir si c'était vraiment des mesures de sobriété qui ont permis de baisser. Dans ce cas, ça serait une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut sensibiliser les gens à ces questions-là, et ça veut dire que potentiellement ça laisse la voie à d'autres trucs comme l'effacement diffus et tout, un jour faudra qu'on en parle. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est pas parce qu'il n'y a pas de coupure que c'est bon, tout va bien, tout s'est bien passé, hein. On va quand même la payer, cette situation, la payer avec de l'argent. En tout cas, on peut espérer qu'il n'y ait pas de coupure cet hiver, parce qu'on est plutôt dans les cases en haut à gauche sur le graphique que je vous ai montré, donc dans les jours verts, et on s'est complètement éloigné des jours rouges, donc il y a encore possibilité qu'on tombe dans l'orange, mais a priori, on est bien parti pour passer l'hiver dans les zones vertes, et donc sans avoir de coupure, et en utilisant très peu de moyens d'urgence. Mais bon, au moins avec cette vidéo, vous savez comment ça marche. S'il y a une coupure ou une panne d'électricité, vous pourrez toujours expliquer ce que vous avez appris dans cette vidéo à vos proches dans le noir, alors qu'ils seront en train de stresser et de se poser la question de qu'est-ce qui se passe. Et ben vous pourrez expliquer comment ça marche un poste source, c'est quoi une ligne 20 000 volts, un transformateur de quartier, etc. Je suis sûr que ça les intéressera, qu'ils iront ensuite s'abonner sur ma chaîne. Ou alors ça va les saouler, je sais pas. Ne faites pas ça finalement. Si ça vous intéresse, pour aller un petit peu plus loin, il y a les rapports sur le passage de l'hiver faits par RTE. Vous avez aussi ma vidéo sur la visite du centre de gestion du réseau. Je vous explique comment on garde l'équilibre en permanence entre production et consommation. Vous avez aussi ma vidéo sur le blackout de 2003 en Italie, comment ça s'est passé, et qui explique aussi comment on a rétabli le courant ensuite progressivement, et qu'est-ce qui est prévu en France pour remettre le jus en cas de blackout. Et puis, bon voilà, après vous avez tout le reste de ma chaîne si vous découvrez. Abonnez-vous. Et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Regardez-moi ça. Oui, on voit les rails là. Donc là, vous avez des rails au plafond qui ont été d'ailleurs, c'est des rails prismatiques qui m'ont été donnés par un abonné, donc je le remercie chaleureusement. C'était il y a longtemps. À la base, c'était pour fabriquer une machine, une fraiseuse, mais je m'en suis servi pour ça. Et donc, je peux placer la caméra n'importe où. Voilà, par exemple comme ça, il y a un contrepoids en fait. Et je peux aussi l'avancer bien par ici. Bon là c'est un peu compliqué, voilà. Je peux la mettre genre, hop. Et c'est trop bien parce qu'elle est fixée au plafond. Donc j'ai juste... Et bonsoir amis bidouilleurs et bidouilleuses. Alors bon, je suis un peu fou parce que j'ai pas arrivé le niveau. Et vous voyez l'idée. Et pour les médisants sur Twitter, non, je me suis pas encore pris 15 kg d'haltères sur le crâne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a... En fait, je travaille juste avec ça sur le crâne au-dessus.
Mais bon, je le décale un petit peu quand même en temps normal. Je suis pas fou, mais pas à ce point quand même. Allez, salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses.